qu'elle avait prises, c'était des sanctions contre les pays, les régimes militaires issus de ces coups d'État. Et la gestion de cette crise ne nous a pas permis, malheureusement, d'arriver à des agendas convenus pour permettre une transition militaire puis un retour à la période normale. Malheureusement, cela a entraîné la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais qu'à cela ne tienne, les pays sont libres aussi de s'associer. Moi, je n'apprécie pas cela. Le Mali, le Niger, le Burkina sont des pays frères. Les populations sont des populations ouest-africaines. Il ne faut pas que ces populations ou celles qui sont dans les autres pays subissent les conséquences de cette rupture. Moi, je suis d'avis maintenant qu'ils sont sortis, il faut tout de même maintenir le dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Il faut faire en sorte que la rupture n'ait pas comme conséquence de perdre ou de faire perdre aux populations des deux blocs les acquis que cette intégration avait permis, notamment la libre circulation des personnes et des biens, notamment tous les acquis en matière de coopération, de lutte contre le terrorisme. Il faut que les pays continuent à travailler. Et moi, personnellement, je veux bien m'investir auprès des pouvoirs publics pour que le dialogue soit maintenu. Puisque de toute façon, la crise, elle est là, on la constate. Mais bon, les pays ont choisi leur voie pour ne pas être sanctionnés par la CEDEAO. Aujourd'hui, le vin est tiré, nous on dit le bissap est tiré, il faut le boire et puis essayer de colmater. Moi, je crois qu'il faut le dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Vous faites beaucoup l'éloge de la démocratie sénégalaise dans votre ouvrage, un pays dans une région qui justement a vu beaucoup de coups d'État. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience démocratique dans votre pays? Quelles sont les leçons que vous avez à offrir aux pays du voisinage justement? Je refuse toujours de m'ériger en exemple ou de citer le Sénégal comme une exception, parce que nous devons quand même rester modestes. Il est vrai que le Sénégal est héritier d'un long processus démocratique. Ça ne date pas de maintenant. Je voudrais vous rappeler que le Sénégal a connu une révolution en 1776, même année que la révolution américaine. 1776, la révolution de Thierno Souleymane Baal, dite révolution Torodo, où on a mis fin à un pouvoir dynastique qui avait déjà 2 siècles et demi, le pouvoir de Déni Yanké. Et à cette occasion, des règles démocratiques avaient été posées. Et même avant cette révolution, au Mali, il faut rappeler l'Empire du Mali, avec le Kokoum Fouga, a eu une charte, la charte du Mandé, qui a posé les principes des droits de l'homme, le respect de la personne humaine, la nécessité de protéger les faibles, etc. Donc au Sénégal, après cette révolution, bien avant la pénétration française, il y a eu aussi l'islam qui est rentré avec beaucoup d'éducation. Les gens ont été très tôt formés à l'école, d'abord par la langue arabe, puis par le français, déjà dès 1820-1825, et aussi l'échange, j'allais dire le débat démocratique est ancien. Déjà en 1914, Blaise Diagne, qui était député à l'Assemblée nationale française, a battu un Français local sénégalais dans une élection très, très, très compétitive. Et donc, de Blaise Diagne à maintenant, on a vu des générations de leaders, Galandou Diouf, Senghor, Lamine Gueye, jusqu'à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, moi-même, et aujourd'hui, le nouveau régime. C'est un processus ancien, donc qui fait que la démocratie est assez ancrée, mais toute démocratie est fragile. Toute démocratie est fragile, on le voit bien dans tous les pays. Il ne faut pas donc que nous dormions sur nos lauriers pour croire qu'on est les meilleurs. Ça, c'est une illusion. Mais nous devons consolider cette démocratie, et j'en ai parlé un peu dans le livre pour montrer la résilience de l'État du Sénégal et sa capacité à voir des régimes différents passer sur un espace de temps d'une semaine. Tous les pays ne peuvent pas faire ça. En une semaine entre l'élection et le nouveau pouvoir, que les pouvoirs publics, la justice, l'armée, les services de sécurité, que tout cela soit au service du nouvel élu et que l'État continue sa vocation. Je pense que ça, c'est
un acquis fondamental qu'il faut préserver pour le Sénégal. Très impressionnant, oui. Mais aussi, c'est le dialogue, en fait, et la concertation qui nous a permis souvent de régler les conflits, non pas par la bataille, mais par le dialogue plutôt, même si parfois le dialogue peut être houleux. Mais mieux vaut avoir un dialogue houleux qu'avoir des balles de fusil. Je veux en revenir à la place mondiale de l'Afrique. Vous revenez évidemment de l'ONU. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup des réformes pour donner sa voix à l'Afrique. On parle évidemment beaucoup d'ajouter 2 sièges au Conseil de sécurité, 2 sièges avec pouvoir de veto. J'aimerais bien que vous nous disiez un peu où on en est dans ces débats-là, mais à mon avis, plus important, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que l'Afrique prenne enfin sa propre part dans un système qui est en train d'imploser, qui est complètement bloqué à cause des grandes puissances, des rivalités? Est-ce que ça vous inquiète que justement les Africains arrivent enfin au Conseil de sécurité juste au moment où le Conseil de sécurité ne vaut peut-être plus grand-chose? Vous parlez dans votre livre de différentes modalités, peut-être qu'on pourrait avoir une assemblée générale qui pourrait prendre des décisions plus représentatives sans le Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces débats? Oui, d'abord sur la réforme elle-même du Conseil de sécurité, c'est un débat qui dure depuis près d'une trentaine d'années maintenant, ce n'est pas un débat nouveau. Et en Afrique, on a créé ce qu'on a appelé le C10, donc c'est les 10 pays qui ont été choisis pour justement mettre à jour la réflexion sur la réforme du Conseil de sécurité que la Sierra Leone a conduit avec brio et continue de conduire. L'Afrique avait déjà un consensus, ce qu'on appelait le consensus d'Iselweni, Iselweni étant une ville de Eswatini. Donc, ce consensus dit, nous sommes 54 pays, nous pensons que si on voit les proportions, notre part devrait être au moins de 2 sièges permanents. 2 sièges permanents avec droit de veto, parce que c'est ça la notion de membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ça, c'est la revendication africaine. Elle est maximale. Et nous voulons aussi 2 autres sièges non permanents à côté des 3 sièges non permanents que nous avons, qui font la rotation. Ce qui fait qu'en Afrique, quand un pays passe dans cette rotation, il revient au mieux dans un quart de siècle. Vous voyez bien que c'est quand même pas juste. Alors, ce consensus, évidemment, a fait débat. La réforme, elle piétine, même si tout le monde est d'accord maintenant qu'il faut que l'Afrique ait son siège, ou ses 2 sièges. Reste la question du veto. Est-ce que les membres permanents vont accepter que ce privilège soit élargi? Ce n'est pas évident. Est-ce que aussi les Africains vont accepter, bon, qu'on leur dise, oui, venez, on donne le mandat permanent, mais pour le moment, le veto, on va voir. C'est également des positions à négocier. Et si on nous donne ces 2 sièges permanents, comment on va les répartir? Qui va les prendre? Certainement pas un pays, parce que se battre tout ce temps-là pour finalement donner le mandat à un pays, donc le pays va se représenter lui-même. Donc il y a quand même des sujets, mais nous disons, donnez-nous ce mandat. Nous l'avons fait avec le G20. Le G20, aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine, a une position. Mais là, c'est l'Union africaine. Et cette position a été décidée par les chefs d'État, on dit. Donc le Sherpa, c'est le commissaire chargé du développement, des questions économiques, et le président de la commission, ainsi que le président en exercice, représentent l'Afrique dans les sommets. Mais entre 2 sommets, il y a énormément de rencontres, que ce soit les ministres des Finances, avec les ministres du Travail, etc., etc. Donc l'Afrique doit pouvoir s'organiser à son tour pour que cette réforme du Conseil de sécurité, quand elle va arriver, et nous le souhaitons, et nous souhaitons que les 5 membres permanents fassent tout pour que l'Afrique ait sa place dans ce Conseil de sécurité. Justement, le veto est devenu le talon d'Achille de l'Organisation des Nations Unies. Parce que chaque fois qu'un pays membre met un veto, le sujet il est bloqué. Et nous, ça nous impacte en Afrique. Si on en est arrivé là à la CEDEAO ou à l'Union africaine, c'est qu'on ne peut plus résoudre aucune crise. Parce que chaque fois qu'il y a des résolutions, il y a un pays qui bloque. Donc du coup, ça affecte aussi le continent dans la gestion des crises. Et nous devons quand même veiller à ce que l'Organisation des Nations Unies ne soit pas bloquée,
mais qu'elle continue à servir de réceptacle de dialogue et de concertation entre nations, comme ça a été la vocation après la Seconde Guerre mondiale. Je vais prendre quelques questions de notre audience en ligne. Il y a énormément de gens qui vous regardent, Merci qui ont beaucoup de je les questions. salue tous. Une question de Nafisser, je ne sais pas d'où il vient, mais il dit « Bonjour, Président Sall, j'ai deux questions pour vous. Quels sont aujourd'hui les problèmes économiques dans les pays africains ?» On y est un peu touché, mais on devrait y revenir. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour développer l'Afrique aujourd'hui? L'Afrique a besoin surtout de capitaux, parce qu'elle a la main-d'œuvre, elle a les ressources naturelles, mais elle n'a pas le capital. Or, il faut toujours le travail et le capital depuis qu'on a théorisé le capitalisme. Et l'accès au capital, c'est ce que nous demandons, à des conditions normales, puisque l'Afrique rembourse sa dette malgré les difficultés. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les capitaux privés arrivent aussi en Afrique, comme ils sont arrivés en Asie, comme ils sont arrivés en Europe avant l'Asie. Il faut qu'ils arrivent, ces capitaux privés, en Afrique. Ça permettrait d'alléger les États et d'alléger la dette. Ensuite, il faut que les États puissent accéder aussi à des marchés de capitaux dans des conditions normales, mais pas emprunter 5 fois plus cher que les autres, 8 fois plus cher, avec des maturités très faibles. C'est ça qui fait que le service de la dette devient insoutenable et que les pays soient obligés de dépenser plus en service de la dette que dans l'éducation ou la santé, par exemple. Justement, l'éducation, l'Afrique, continent de la jeunesse, 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Vous en parlez énormément dans votre livre. Là, on a une question de Aïda Niang qui nous dit « Excellence, dans un monde où les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle redessinent les rapports de force, comment l'Afrique peut-elle s'assurer que sa jeunesse devienne non seulement utilisatrice, mais aussi actrice et créatrice de solutions globales ?» Il faut changer le paradigme de l'éducation en Afrique. Après les indépendances, les besoins vitaux à l'époque, c'était de bâtir les États. Nous avons hérité d'États qui nous viennent de la colonisation. Il fallait construire l'État. On a besoin de beaucoup de juristes, on a besoin de beaucoup de littéraires, pour former d'historiens, etc., etc. C'était vraiment les besoins impressifs à l'époque. Aujourd'hui, le monde est dirigé par la connaissance et la connaissance scientifique. Si l'Asie a pu s'en sortir en partie, c'est parce qu'elle a beaucoup misé sur la formation des ingénieurs. Et que vous allez à la Silicon Valley, ici aux États-Unis ou ailleurs, c'est les ingénieurs indiens que vous voyez, chinois, etc. Donc cette jeunesse, cette jeune population africaine doit être formée dans ces métiers du futur pour que l'IA, qui va gouverner encore d'ici les décennies à venir le monde, soit apprivoisée. Et nous avons besoin de faire ce qu'on appelle le leapfrog. On a un saut de grenouille. On n'a pas besoin de refaire tout le processus. Or, quand vous voyez la jeunesse africaine, elle est tout à fait apte à s'adapter à ces nouvelles technologies. Mais faudrait-il encore que dans l'éducation, qu'on leur permette d'être des inventeurs, d'être des producteurs de contenu, d'être des gens qui travailleront pour le monde entier. Parce qu'un citoyen du monde sur 4 sera africain en 2050. Mais s'ils ne font pas cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Être là à consommer des produits déjà développés, être là à être dans des applications à longueur de journée, à perdre son temps dans cela, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va développer le futur de l'Afrique. Les États ont une part de responsabilité dans l'éducation, mais il faut qu'on change vraiment de cap. Faire plus de formation professionnelle, mais surtout plus de STEMs, oui. C'est-à-dire science, engineering, mathématiques. Et ça, c'est ça qui permettrait de valoriser toute cette jeunesse qui pourra être un réservoir mondial de main-d'œuvre qualifiée qui pourra donc assurer non seulement le développement du continent, mais vraiment servir également tous les autres.
On a une question intéressante ici d'Aminata Sao qui nous demande, après votre ouvrage, donc Le Sénégal au cœur, c'est aujourd'hui l'Afrique au cœur, compte tenu de votre sens élevé de l'humanisme, peut-on espérer un prochain ouvrage intitulé Le monde au cœur? Ce serait la logique de la trilogie, mes enfants. Nous battons déjà pour le monde. Hein. La réforme du Conseil, tout ce qu'on dit sur la dette, c'est déjà ça. Mais bon, je ne veux pas faire de projection sur un futur ouvrage. Si vous aviez 3 défis principaux à identifier pour le continent, quels seraient-ils? Le défi de la sécurité. Donc, vaincre le terrorisme sur le continent. Aujourd'hui, sur l'ensemble du continent africain, vous avez du terrorisme qui bloque complètement les efforts de développement. Les pays du Sahel, justement, l'AES, mais sont confrontés à ce fléau et on ne peut pas les laisser seuls faire face au terrorisme. Que vous alliez, donc toute la bande sahélo-sahélienne, toute la partie bassin du lac Tchad, avec Boko Haram au Nigeria, jusqu'au nord du Cameroun, c'est aussi une zone infestée. Vous allez sur la corne de l'Afrique, la Somalie, jusqu'en bas vers le Mozambique, en Centrafrique. Vous avez du terrorisme partout. Et ça inhibe les efforts de développement, parce que les États sont obligés, au lieu de construire des écoles, de former justement cette jeunesse, mais de mettre les ressources dans l'armement pour la défense de leur territoire. C'est légitime. Donc, le premier défi, je crois que c'est vraiment la lutte contre le terrorisme et l'insécurité globale. Et ça ne doit pas être le seul combat de l'Afrique. Justement, nous disons que le Conseil de sécurité, dont la mission est d'assurer, de garantir la paix et la sécurité dans le monde, doit s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le deuxième défi majeur, c'est cette jeunesse, cette population. Elle est importante. On ne peut pas la laisser continuer à croître comme ça de façon exponentielle sans réfléchir sur les mécanismes de valorisation du territoire africain, puisque l'Afrique n'est pas surpeuplée. On peut être tenté de croire, oui, c'est une population trop grande, mais aujourd'hui, on a la même population que l'Inde, qui est un seul pays. On a à peu près la même population que la Chine, tout le continent. Et on fait 3 fois leur territoire. Donc le défi, c'est de développer le territoire africain, de sortir des zones côtières qui ont été développées pendant la période coloniale dans la logique d'alimenter les métropoles coloniales pour aller à l'intérieur du continent, mettre les routes, mettre les chemins de fer et construire le développement. En ce moment, les gens vont faire l'agriculture, vont se développer. On verra qu'on n'est pas du tout surpeuplé, mais il faut quand même avoir un contrôle sur l'évolution de la démographie et surtout donner des perspectives à cette démographie. Le troisième défi, c'est vraiment, on peut dire, le défi écologique aussi, parce que c'est une réalité. L'Afrique, c'est d'abord 2 grands déserts les plus grands du monde, le désert du Sahara au nord et le désert du Kalahari dans le sud. Ces 2 grands déserts, c'est également des côtes abîmées quotidiennement par l'avancée de la mer. C'est la désertification, c'est la déforestation. Et ça, c'est un vrai trafic criminel où les forêts sont en train d'être abîmées pour vendre du bois. Donc, ce défi écologique et le défi de l'adaptation, je pense que si on le combine à nos efforts de développement, de construction, de l'infrastructure, d'éducation et de santé, et la santé aussi, il ne faut pas oublier, on l'a vu avec la Covid, l'Afrique ne produit qu'1% de vaccins qu'elle consomme. Et la Covid nous a permis à quelques pays, 5 ou 6, de créer les conditions de production de vaccins. Et le Sénégal en fait partie, j'en suis très heureux, l'Institut Pasteur de Dakar. Et il faut continuer ces efforts pour que les futures pandémies qui vont arriver ne nous prennent pas au dépourvu et qu'on soit mieux préparés pour faire face. On n'a presque plus de temps, mais je voulais rapidement vous poser la question. Vous parlez beaucoup dans votre livre justement de la vie de la jeunesse, les emplois, etc., la migration, les partenariats avec l'Espagne, où vous amenez des gens travailler sur les fermes. Rapidement, qu'est-ce que les Américains peuvent faire avec le Sénégal ici pour aider avec ce genre de...
Les Américains, il faut d'abord rappeler qu'ils sont nos voisins de l'Atlantique. Parce que des deux côtés de l'Atlantique, on est voisins. Et je crois qu'ils ont une position économique forte, la première puissance économique mondiale. Ils ont besoin de matériaux dont nous disposons, de minéraux critiques, d'énergie. L'Amérique est assez indépendante aujourd'hui au plan énergétique, mais elle a besoin de commercer avec nous. Je pense que ce dont on a besoin, c'est que l'Amérique participe dans ce mouvement auquel nous appelons tous les partenaires pour que l'Afrique trouve un moyen de se développer. Et ce moyen, ce n'est pas l'aide. Moi, je n'ai jamais cru en l'aide publique au développement, même si on a encore besoin d'un peu d'aide dans certaines situations, sur le plan sanitaire, sur le plan des vaccins, mais le développement d'un continent aussi vaste ne peut pas être fait par de l'aide. Par contre, il peut être fait par le partenariat public-privé. Et là, l'Amérique étant vraiment championne du capitalisme, je crois qu'elle peut jouer un rôle majeur dans la relation commerciale avec l'Afrique et dans la relation sur l'investissement sur le continent. D'accord. Je crois qu'on va terminer là, c'est bien ça? Oui. Donc, on vous remercie énormément, Président Macky Sall. Une conversation très intéressante parce que là, on a un ancien Premier ministre, un ancien président, un politicien qui a aussi un background dans la géologie. Donc, vous êtes capable d'amener le chapeau vraiment technicien, technocrate, mais aussi politique. Une influence mondiale maintenant du Sénégal, pays démocratique, véritable, comment dire, un grand succès en tout cas sur le continent. Et donc, avec votre ouvrage, vous nous montrez que votre pays est capable d'apporter sur le plan mondial une vraie vision de développement pour l'Afrique et pour que le continent prenne enfin sa place dans le monde. Donc on vous remercie énormément d'être là avec nous aujourd'hui. Julien, merci, et surtout je remercie Atlantic Council qui peut jouer un rôle important justement dans la connaissance de la réalité africaine aux États-Unis. C'est très important, ces dialogues, ces échanges. Et Atlantic Council a cette particularité, surtout à travers l'Africa Center, de voir les réalités. Parce que les gens ne connaissent pas beaucoup ce qui se passe. Les seules actualités sont des actualités négatives. Et donc, le narratif n'est pas toujours bon, il n'est pas conforme à la réalité. Je vous ai dit, sur 54 pays, quand il y a des problèmes sur 2 ou 3, mais ce n'est pas toute l'Afrique. Donc, mais pour cela, il faut inviter davantage d'Africains, il faut que les Américains voyagent aussi plus en Afrique pour qu'on connaisse mieux les réalités. Et Atlantic Council peut jouer un rôle très important. Et je remercie le général Jones encore une fois et tous ceux qui ont permis ce dialogue. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Voilà. Bonjour et bienvenue en Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, Marc. Ici aux Nations Unies, on a beaucoup